C'est bon? On y va? Alors, il y a un petit changement de programme. Vous m'entendez? Donc, du coup, voilà, on est un peu timé. Et on s'arrêtera à 19h pour que Pierre et Sophie puissent reprendre le train. Donc, je démarre et après, moi, je laisse la parole à Sophie et à Pierre. Donc, merci Pierre d'être là. On est très contents. Pour ceux qui sont là, vous avez une chance incroyable, voilà, de rencontrer un monsieur qui fait des choses, qui a fait des choses, qui fait des choses et qui continue à faire des choses vraiment exceptionnelles. Donc j'espère que vous aurez plein de questions à lui poser. On remercie encore la ville de Roubaix toujours. Et bien entendu, Sophie, sans qui tout ça serait pas possible. Merci. Bonjour Pierre. On va commencer par le début. Tu es né dans une famille d'enseignants très sportifs. Tu aurais plutôt été destiné à ça, mais en même temps, tu passais ton enfance à dessiner des fringues, des accessoires, des robes, des je ne sais pas quoi. Dessiner tout et n'importe quoi, mais oui, enfin, moi je savais pas que c'était un métier de dessiner des robes ou des chaussures ou quoi que ce soit d'ailleurs. J'avais de la chance, mes parents ils étaient profs, donc bon, ça allait, c'était cool, hein, c'était pas un problème. Ils étaient pas du tout là-dedans, et ils faisaient beaucoup de sport, eux. Et donc voilà, moi je dessinais parce qu'il y avait que ça que j'aimais et qui m'intéressait, mais quand je dis je faisais que ça, quoi. C'était tout le temps. L'été, Tu remplissais les cahiers. sur la plage, sur les genoux, enfin n'importe où, c'était tout le temps. Ouais. Ah oui, toute l'année donc. Ah oui, toute l'année, ouais. Mais tout à l'heure, tu m'as parlé de ta grand-mère. Oui, elle était couturière. Eh ben alors. Mais oui, mais pour moi, cette couturière, c'est pas la mode. Enfin, quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, elle cousait des robes et des, je sais pas quoi, des blouses et des chemisiers pour. Et tu traînais un peu avec elle, tu regardais? J'étais souvent avec elle. Oui, elle m'a beaucoup élevé, mais c'était pas. Puis d'abord, c'était pas un métier de garçon. Ah. C'était une vieille dame. Enfin, pour moi à l'époque, c'était une vieille dame. Même si elle était plus jeune que moi aujourd'hui. Donc voilà, tout ça faisait que non, ça me regardait pas, quoi, d'une certaine manière. C'était pas du tout une perspective. Non. Non. Et t'avais une deuxième passion qui était la danse, et ça c'était plus une perspective parce non plus. Non plus. non, mais comme je disais, mes parents étaient super sportifs, ils aimaient ça, donc j'ai tout fait, j'ai essayé. Le foot, le tennis, le judo, je sais pas quoi, enfin tout, quoi. Puis rien me plaisait, et puis ma mère faisait beaucoup de danse, donc j'étais la voir un jour, un cours de danse dans un truc un peu comme ça, un gymnase, voilà. Puis j'ai dit oui, mais c'est ça, c'est bien. Comme ça, ouais, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai commencé à ce moment-là, mais j'avais déjà 12, 13 ans. Voilà. Et c'était quel type de danse? De la danse contemporaine, du jazz, n'importe quoi, tout. J'habitais à Colombes, et où il y avait une MJC. Je sais pas si ça existe encore, les MJC. Si, ça existe encore. Où il y avait c'est de la chance qu'il y avait un maire qui était génial. Il faisait venir des profs internationaux. Donc moi, j'ai eu plein de profs américains, allemands, espagnols. Enfin voilà. Donc c'était génial. Il y avait des stages de danse incroyables, vraiment de très haut niveau. Donc là, pareil, j'allais tous les soirs, toutes les vacances scolaires. Mais sans plus penser à en faire un... Non, mais non, mes parents étaient profs, alors c'était passe ton bac d'abord, tu verras après, etc. Voilà. Enfin, le schéma classique, quoi. Ouais. Et donc, le schéma classique en sortant du lycée après le bac, tu choisis... Je choisis de faire du dessin. Alors, pour des parents, c'est pas faire du dessin, ça veut pas dire grand-chose. Et pareil, la mode, moi, c'est pas un truc dans lequel je me suis projeté, parce que je voyais pas ce que c'était que les métiers de la mode. Ça existe. On est en... Alors attention, vous êtes assis 76. Ouais, c'est avant-guerre, hein. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez beaucoup plus d'accès, vous êtes informés, vous avez plein d'images. Enfin, vous aurez n'importe quelle application et vous savez ce qui se passe partout dans le monde, et pour des gens de votre âge. Moi, à 18 ou 20 ans, non. Il y avait les magazines de mode, et penser qu'un jour on peut figurer dans un magazine de mode, c'est comme aller sur Mars, quoi. Vraiment, ça n'existe pas.
Donc, tu as choisi de... Donc j'ai choisi de faire du dessin et de Les la arts- peinture, puisque arts appliqués. des arts appliqués, des arts plastiques. Donc c'est ça que j'ai fait. Et puis comme mes parents étaient profs, ils m'ont dit bah t'as qu'à faire prof. Donc j'ai fait prof. J'ai fait prof d'art plastique jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et j'ai enseigné tout le temps en même temps que je faisais tout le reste, parce que je trouvais ça intéressant. Parce que je trouve que enseigner c'est essentiel. Mais donc, quand tu as commencé à enseigner, donc à rentrer dans la vie active, tu dessinais par ailleurs pour des journaux. Oui, Ça alors s'est en arrivé même temps que je comment? faisais mes études de dessin et de peinture, je faisais, j'ai commencé à faire des illustrations un peu de mode, puis j'avais des copains et des copines qui bossaient là-dedans, donc je les aidais à faire un portfolio, un dossier, je sais pas quoi, alors des trucs comme ça. Et puis après, on m'a dit bah tiens, tu sais dessiner ça, t'as qu'à décider de faire des illustrations pour un magazine. Je commençais à en faire une ou deux. Et puis après, pour les chaussures, c'est devenu, je suis devenu l'assistant d'un type qui faisait des chaussures un peu comme moi aujourd'hui. Et il m'a dit il avait vu mes dessins dans un magazine. Oui. Non, mais parce que attends, Oui. tu Ah, fais là, je ça vais trop en vite, accéléré d'accord, là-haut. Stop. Quand tu as commencé à travailler pour des journaux, de ce que j'ai lu, c'était tout de suite des Vogue ou des... Bah oui, parce que de toute façon, il n'y a pas 36 magazines à l'époque, qui utilisaient des illustrateurs. D'accord, mais tu es rentré quand même très vite par une grande porte. Par le dessin, bah oui, mais c'est marrant parce que moi, je me rendais pas compte. Ah, ça aide. Mais non, c'est vrai. Mais peut-être parce que c'était pas un truc que j'avais prévu, je sais pas, 10 ans avant, me disant un jour je vais faire ça. Donc du coup, quand ça m'est arrivé d'une certaine manière, j'ai trouvé ça marrant, mais pas. Je trouvais ça intéressant, mais je me suis pas dit waouh, ça y est, c'est là. C'était Quoi. toujours pas un métier. Non, pas du tout. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout un métier. C'était un petit complément. C'était un truc que j'aimais bien faire, que je trouvais sympa, quoi. Voilà. Et donc... Non, mon métier, c'était de devenir prof Ouais. d'art plastique. Cependant, quand un ouais. jour quelqu'un t'a dit « Mais si tu sais dessiner des chaussures, tu peux aussi en faire », Ouais. Eh ben, j'ai essayé, mais je pense que si personne m'avait proposé, je l'aurais pas fait de moi-même. d'accord, mais tu es quand même directement rentré chez Dior avec zéro expérience. Alors oui, mais parce que je bossais comme illustrateur dans un bureau de style. Pour comprendre comment ça s'est fait très pragmatiquement. S'il te plaît. Je bossais un bureau de style, vous savez ce que c'est? Alors c'est une espèce de, comment je pourrais dire ça, un bureau qui réfléchit aux tendances, de ce que pourraient être les tendances au moins 1 an voire 2 ans à l'avance, et qui édite des espèces de cahiers de tendances, voilà, ça s'appelle comme ça, avec des dessins, parce les modèles sont pas encore faits, donc c'est des illustrations. Alors on va dire, tiens, dans 2 ans, les filles elles porteront plus des maxi vestons, mais elles vont porter des micro blousons, ou bien elles vont porter que des, voilà, etc. Et les chaussures, ça sera ça. Donc voilà, une espèce de comme ça de vision. Et les clients de ces bureaux de tendance sont des industriels qui fabriquent, ça pourrait être H&M, ça pourrait être... maintenant, ça existe plus beaucoup parce que comme il y a beaucoup de copies et que ça va beaucoup plus vite, c'est moins nécessaire. Mais voilà, ils vendaient ces tendances illustrées que je dessinais, donc pour lesquelles j'étais illustrateur, à des fabricants de vêtements. Donc il y a quand même un gap entre ça et la fille. Alors, la fille qui dirigeait ce bureau de tendance, la femme qui dirigeait ce bureau, a été nommée directrice du studio prêt-à-porter chez Dior. Elle m'a dit, tu viens avec moi et tu dessineras les chaussures, les collections de chaussures. Et toi, t'as jamais fait une chaussure de ta vie? Et tu J'avais dis, fait que bien des sûr, illustrations. Oui. Et alors maintenant, aujourd'hui, c'est pareil. Quand on dit Dior, on fait, wow, Dior, c'est la marque la plus grosse du monde après Vuitton, quoi. C'est énorme, vraiment, que c'est. Mais à l'époque, la mode n'était pas aussi médiatisée, encore une fois, et ça représentait pas un démonument comme aujourd'hui. Non, quand même. C'était la marque la plus. Oui, mais c'était les jeunes comme eux de l'époque. Dior, ils en avaient rien à foutre. C'était que des vieilles friquées qui achetaient du Dior. C'était pas du tout de la mode au sens. C'était une autre catégorie de vêtements. Et même moi, ça me concernait pas tellement à l'époque. Je m'en foutais, moi, des chaussures Dior ou des sacs Dior. Parce que les mentalités ont beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes filles et les garçons aussi, ils aiment ces marques-là. Il y a un truc, et elles se sont rendues désirables. Elles n'étaient pas du tout de la même façon. Moi, je rentre chez Dior, c'est en 86, 7. J'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre. C'est horrible. C'était quelqu'un d'autre. Ouais.
Et Donc voilà, donc j'atterris chez Dior au studio et je dessine les collections de chaussures, qui était la plus grosse collection de chaussures de France, hein, à peu près. ah ouais. Bah oui, parce qu'il y avait les collections pour les boutiques, les collections pour les défilés, les collections pour la couture, les collections pour les licences, et parfois des collections pour d'autres pays étrangers, genre le Japon, la Chine, etc. Donc Et t'as tout de suite énorme. été en charge de tout ça? Bah, ouais, bah oui. Et donc toi, ça Donc- te fait pas peur? Tu te dis pas, Pas du tout. peut-être que ce que je vais dessiner, on pourra jamais marcher Mais dedans? non, mais je devais être inconscient. Je sais pas. Non, ça me fait pas peur du tout. Mais Non. t'as tout de suite appris, t'as tout de suite su comment on fait pour pouvoir marcher Bah, dans j'avais fait une petite chaussure. collection avant pour une autre marque plus petite, un Ah, peu t'es comme ça. cachotier. Non, mais parce que plus personne connaît ce que c'est. C'est une marque qui n'existe plus. Voilà. Donc voilà, je m'étais un peu entraîné, on va dire, sur un truc plus petite échelle. Et du coup, et puis j'ai beaucoup appris, surtout chez Dior, hein. C'est vrai que j'étais vraiment débutant, donc j'ai appris ce que c'était qu'une marque, avec des logos, avec comment on pouvait utiliser ces logos-là pour les mettre, les transformer pour que ça devienne quelque chose sur une chaussure. Comment on pouvait décliner une collection avec des thèmes différents à l'intérieur et que quand même à la fin le tout constitue une collection qui s'appelle Christian Dior, et en même temps que tout n'est pas pareil, que tout n'est pas siglé CD, mais il peut y avoir un coup des logos, un coup du canage, un coup je sais pas quoi, une autre matière. Donc voilà, j'ai appris ça, j'ai appris en travaillant. Oui. Il y a un coup un talon comme ci, un talon Exactement, comme oui. ça. Ouais. Mhm. Donc c'était une formation. Ouais, oui, j'ai appris beaucoup de choses. C'était très formateur. Et alors 4 ans plus tard, Ouais. Hermès, Même pas, oui, même même- pas. Hermès t'appelle. Alors non, il m'appelle pas. À l'époque, j'étais un peu copain avec un type qui est designer, qui existe toujours, qui s'appelle Thomas Mayer. C'est lui qui a fait Bottega Veneta pendant 15 ans, avant le nouveau, là, qui avait sa propre marque aussi. Après, il a fait ça après. Mais à cette époque-là, il avait été embauché par Hermès pour faire partie du studio de prêt-à-porter. Et il me dit comme ça, dans une conversation, il me dit, je crois qu'il cherche quelqu'un pour les chaussures. Tu devrais y aller. Donc j'ai fait un petit cahier de dessin, j'ai fait une dizaine de dessins, je crois, et je l'ai montré à la fille qui montait le studio de prêt-à-porter. Et je lui ai dit, voilà, moi, je pense que les chaussures, elles devraient être chez Hermès, elles pourraient être comme ça. Elle m'a dit, je suis d'accord avec vous. Et j'ai commencé, voilà. Mais elle me connaissait pas, je la connaissais pas, enfin c'était... C'est dingue quand même. Mais toujours par le dessin, c'est-à-dire, moi, ça a vraiment été ma façon de m'exprimer, enfin de communiquer, Et donc, cette année-là, parce que Hermès a toujours des grands thèmes de collection, Mhm. c'était le thème de l'Afrique. Alors, pas tout de suite, mais Pas tout de suite. il y a 25 ans, à peu près. Elle a 25 ans, Oui, cette fort, chaussure. je les vois, ça. Ils étaient pas nés. Ils étaient pas nés. Donc, Oui. non, parce que là, il y a eu un petit choc C'est électrique, ça. mais je raconte quand même. Donc, tu t'inspires de motifs dessinés par les femmes débellées, Ouais. qui avaient un motif sur Mais le haut des maisons à Oran. voilà, c'est une tribu enfin, elles peignent elles-mêmes les maisons avec Mhm. des couleurs, c'est très beau, vraiment, c'est hyper géométrique, c'est des énormes peintures murales comme ça, qu'elles font à la main, et très géométriques, très simples comme ça. Et voilà, je cherchais pour l'année de l'Afrique et je trouve ces photos et j'isole un motif, mais même sans même savoir que ça serait un H. Vraiment, Ah bon mais complètement. Vraiment, les gens me croient pas quand je dis ça, mais c'est vraiment vrai. Et donc j'isole une partie d'un motif sur une des maisons et je dis voilà, année de l'Afrique, on va dessiner l'Afrique, c'est presque pas de chaussures. Enfin, c'est la chaussure la plus simple, presque pieds nus, l'empreinte du pied, etc. Et je tourne autour de ces trucs-là, puis je dessine cette chaussure-là qui se vend toujours, qui est le best-seller de la boîte maintenant, en chaussures. Ouais. 20 Oui. ans Ah, après. Ouais. Oui, tu changes les couleurs chaque Je sais que vous saison. en avez vu, des vraies ou des fausses, mais vous l'avez déjà vu une fois au moins dans votre vie. C'est vraiment une petite mule plate avec un petit H étalé Ouais, comme ça. ouais, je le suis. Qui est copié partout. Dans Ouais, il n'y en a pas. C'est pas grave. Non, mais c'est vachement Ouais, bien. ouais. Donc, comme ça marche vachement bien, Hermès te dit « Ah, et si tu faisais aussi les chaussures pour hommes ?» Alors ça, c'est encore plus bizarre, c'est que je suis contacté par Weston et qui me disent on aimerait bien veniez voir. Donc je vais les voir et ils me disent et donc voilà, je reviens du rendez-vous et je dis au PDG d'Hermès qui était un homme génial. Je lui dis voilà.
Weston m'a demandé si je pouvais. C'était un mec vraiment extraordinaire. Il me dit oh non, je veux pas tellement. Non, je préfère pas que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et puis il me dit mais au fait pourquoi tu fais pas des chaussures hommes pour nous? Je dis il y a pas de chaussures hommes, il y a pas de chaussures hommes. Elle me dit t'as qu'à les faire. Ah mais vraiment, hein, ça a pris mais 2 minutes et demie. 2 minutes. Non mais c'était une autre époque. Moi j'ai jamais rencontré de DRH de ma vie par exemple. Je sais pas ce que c'est qu'un. Bon, aujourd'hui aussi, on peut travailler sans On peut, rencontrer ces gens-là. Ça arrive, ouais. Donc voilà, du coup, on a commencé la collection hommes. Voilà. Et les bijoux, c'est arrivé Pareil, avant ou après ta marque? Non, juste après, 5 ans après encore. 5 mois après? 5 ans. Ah, 5 ans après. Ouais. Donc là, tu n'avais pas encore monté. J'avais déjà monté ma marque. Donc en 99, tu te dis, je fais pas assez de trucs, je vais aussi faire ça. Oui, parce que j'enseignais, je faisais les chaussures hommes et femmes chez Hermès, je faisais les collections de chaussures chez Balenciaga. Ça, c'était déjà oui. avant ta marque. À partir de 92. Et alors, attends, je comprends pas. Parce que Balenciaga, t'as fait les chaussures pendant très longtemps pour eux. Et comment tu pouvais faire pour Balenciaga et pas pour Weston? C'est quoi la différence dans la tête du boss d'Hermès? Je sais pas, c'était pour eux, c'était pas pareil. Parce que Balenciaga, c'est de la mode et Weston, Balenciaga, c'est... d'abord, pareil. Alors, moi, je vous parle de Balenciaga en 95, un peu avant, 13, 14, 15. Ça existait pas. Hein. Personne voulait de cette marque. C'était une vieille marque pourrie française de couture. Ouais, mais vraiment, c'était une très très vieille marque. C'était un truc qui n'existait pas, quoi. C'était, je sais pas, comme si je vous dis aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore Sonia Rykiel. Non, un peu comme Balmain avant que Roustin s'en occupe. C'est une vieille marque de couture française, super classique, très très ennuyeuse. Donc voilà. Et puis arrive ce jeune mec, Nicolas Ghesquière, que je connaissais depuis 7 ans, avec qui on commence. Donc pour Hermès, ça les dérangeait pas. C'était une petite marque avec un jeune créateur débutant. Si ça l'amuse de faire Balenciaga, qu'il fasse Balenciaga. C'était un peu ça, je pense, dans leur. Ouais, et puis c'était pas du tout le même univers en plus. Mais alors, juste, moi, ce qui est important que tu comprennes, c'est comment est-ce qu'on peut travailler pour plusieurs maisons en même temps. D'accord. Voilà. Ça veut dire que Alors, quel statut tu as? Alors moi, j'avais une grande chance, c'est que pendant tout ce temps-là, j'étais toujours prof. Donc en fait, que j'ai un contrat ou que j'ai pas de contrat, ça m'empêchait pas de vivre, quoi. Je savais que de toute façon, avec l'enseignement me faisait vivre et en plus comme j'aimais ça, c'était très bien. Après, effectivement, pour tout ce qui était création et design, c'est des contrats de freelance. Alors, sauf que dans mon cas, c'est un peu plus compliqué. Parce que comme j'étais prof, je pouvais pas être freelance, donc il a fallu que je crée une société personnelle qui me permettait de facturer, tout simplement, et de me faire rémunérer. Ouais. Et en général, c'est des contrats sur 3 saisons, donc ça fait 6 collections, parce qu'il y a 2 collections par année, voilà, et qui sont... En général, faut pas faire des contrats trop courts si on peut, parce que ça laisse pas beaucoup de temps pour approfondir le sujet, pour travailler vraiment en profondeur. Et donc, tu fais collection hommes, collection femmes, plus Balenciaga, et tu te dis ça suffit pas, il faut que je monte ma marque. Mais je me dis c'est pas que je me dis que ça suffit pas, c'est que en travaillant, en dessinant, il y avait toujours des choses que je pouvais ni attribuer ni pour Hermès ni pour Balenciaga. Ah, c'est ton rebut d'idées. Un peu, enfin pas un rebut, mais les idées qui ne pouvaient pas fonctionner dans ces univers-là. Donc je me dis, je vais créer un espace pour que ça existe. Et j'ai commencé comme ça. Mais là aussi, en toute inconscience, parce que je pensais tout savoir. Ça faisait un moment maintenant que je bossais dans les collections de chaussures. Je disais, moi je connais les fabricants, je connais les fournisseurs de cuir, je connais les boutiques où on peut présenter les trucs, à qui il faut appeler, etc. En fait, rien du tout, parce que quand on se retrouve tout seul et qu'on n'a pas un nom pour vous soutenir, pour vous backer, pour voilà. Vous êtes juste le porte-parole, ça change tout quand on parle pour soi-même, de soi-même. Et puis c'est très difficile de
se faire valoir soi-même, de défendre son truc. Donc ça change tout, en fait. Et aussi d'apprendre tous les autres métiers auxquels tu et ne touchais alors, pas. voilà. Le Alors, en plus, pognon, tous le les, marketing. la première collection, moi, j'ai fait fabriquer 15 protos, je les ai mis chez moi dans mon salon, hein, puis j'ai attendu et puis j'ai envoyé des invitations. Ah. Et j'ai eu de la chance, ça a marché. Mais oui, j'ai eu de la chance, oui. Enfin, de la chance. Bon, elle devait peut-être être bien aussi. Ouais, c'était bien, oui. Et c'est déjà là dans le salon que tu inventes oui, ça c'est la première talon collection. Le Blade, c'est la première collection, ouais. Donc, quand tu dis salon, ça veut dire showroom. Ah non, chez moi, dans mon salon, là, comme ça. Le showroom dans ton salon. En fait. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà, parce que je pense que certains. Comment ça se passe quand on dans les mieux que moi, voilà. Comment ça se passe quand on présente une collection, que ce soit aux journalistes ou aux acheteurs? Vous savez ce que c'est les acheteurs ou pas? C'est ceux qui achètent pour les. Alors, là où il y a le plus d'acheteurs, c'est pour les grands magasins, par exemple. Vous imaginez, ils ont acheté, il faut qu'ils achètent, je sais pas combien, 150 marques. Donc, il y a des acheteurs spécialisés. En général, il y a un acheteur qui est dédié pour les chaussures, 2 ou 3 même souvent. Mais ça, c'est vrai pour les magasins français, américains, chinois, japonais, etc. Donc, ils viennent tous au moment de la Fashion Week. Et ils vont dans les showrooms et ils choisissent, ils font une sélection des modèles qu'ils veulent vendre dans leur boutique. Mais c'est vrai aussi pour des boutiques, moi, les boutiques de province à Lille ou à je sais pas quoi à Marseille, ils viennent au moment de la Fashion Week dans le showroom, ils regardent les modèles et ils passent commande. Et donc au début, Pierre Hardy, la marque, t'étais tout seul ou t'as tout de suite... J'ai été tout seul pendant une saison. Après, j'ai eu une copine dépressive qui venait de se faire virer de son job chez APC. Je lui ai dit t'as qu'à venir travailler avec moi, puisque de toute façon, je sais pas le faire. Donc, on a commencé à 2. Et puis après, une autre qui a quitté son job chez Mugler, parce qu'elle était attachée de presse, qui se dit, viens faire la presse avec moi. Donc, on a commencé à 3, et elles sont toujours avec moi. 20 ans après, ouais. Pas mal. Ouais. Et donc, en fait, tu bossais 7 jours sur 7? Alors... Comment dire ça? Moi, j'aime que les choses aillent vite. Et il faut pas que ça me prenne trop de temps. Et je suis assez paresseux, en fait. Moi, ah ouais? Oui. Alors donc, je vais le plus vite possible. Et non, je travaille pas 7 jours sur 7. Ah ouais? Non. Alors, ça cogite 7 jours. Enfin, ça met un truc. Il faut faire ça vraiment si on aime ça. Enfin, s'il y a que ça qui peut t'occuper la tête tout le temps, parce que sinon c'est pas on-off quoi. Donc il y a un truc qui se passe en permanence, mais je travaille pas assis ou avec mes équipes tous les jours. Non, pas tous les jours. Pas 7 sur 7. 5 jours par semaine quoi, comme tout le monde. Pas mal. Non, vraiment. Et alors, tu racontais que l'expérience avec Balenciaga, pour toi, c'était très différent, que tout d'un coup, oui, c'est très, ouais. Parce que en fait, c'était 3 expériences vraiment bien différentes. Travailler chez Hermès, c'est une énorme boîte. Comme image, je pourrais donner un orchestre. Voilà, vous êtes un violon dans l'orchestre, et puis tout autour de vous, il y a tout le monde qui joue et qui va de son. Puis il y a un chef d'orchestre. Et grosso modo, il faut suivre le chef d'orchestre. Hein. À un moment donné, on vous donne un thème, on donne une direction, et puis la boîte, elle vous donne des directions globalement. Donc ça, c'est un certain travail. Après, quand je fais ma propre collection, là, c'est plus enregistrement tout seul dans un studio. Et je fais la voix, et puis après je fais la musique, et puis après je fais les arrangements, et puis après je fais la pochette du disque, etc. Et c'est une autre façon de concevoir les trucs. Et travailler chez Balenciaga, c'était encore autre chose parce que c'était à l'époque, c'était le créateur qui est devenu une espèce de dinguerie, enfin vraiment. Et donc c'était vraiment essayer de comprendre. Et là c'est plus un duo, c'est vraiment une recherche à 2 qui se fait. Donc j'assiste aux essayages, on fait des dessins, et on ajuste jusqu'au moment du défilé. Ça peut changer. Alors là c'est l'enfer hein, pour un créateur. C'est vraiment un truc de malade. Il faut adorer ça parce que c'est que des emmerdes, que du conflit, avec à la fin un résultat génial, sublime, mais beaucoup de c'est accouchement dans la douleur, quoi. Vraiment. Mais c'est super intéressant parce que moi, j'aurais pas été, je pense, aussi loin dans la création tout seul. Vraiment, je pense que avec Nicolas, c'était un truc. Il emportait les gens, quoi, vraiment dans son propre délire et dans sa création extrême.
que ce soit au niveau des recherches de matière, des exigences, de la nouveauté. C'était nouveau tout le temps jusqu'au dernier moment. Donc ça, donc vraiment, c'est vraiment 3 ambiances de travail, 3 modes de travail vraiment très différents. Nourrissez, tu veux dire? Alors, Bah, déjà, il y avait contraintes d'un oui, côté et liberté de mais l'autre. moi, je pense que les contraintes, elles nourrissent tout le temps. Je pense même que les gens, par exemple, ils pensent toujours que c'est plus facile de faire ma collection que celle d'Hermès. Et ben, c'est exactement le contraire. C'est beaucoup plus facile de bosser dans un grand orchestre, accompagner tout le monde, appuyé, soutenu, porté comme ça, que de se retrouver tout seul. Même avec des collaborateurs super, enfin vraiment, c'est pas le problème, mais quand même, c'est plus risqué, c'est plus compliqué. Chaque chose qu'on fait, c'est un signe qu'on émet pour la profession qui va être interprétée, captée, etc. Donc, alors que dans un paquebot comme Hermès, voilà quoi, il y a beaucoup de choses qui se passent autour. C'est plus confortable, c'est plus facile d'une certaine manière, oui. Mais en même temps, tu arrives à faire beaucoup de révolutions dans cette maison qui est très sage. Ah ben, je pense que ça, c'est mon job. Oui, mais Ouais. par exemple, à nouveau, ils te disent, tiens, et si tu t'arrêtais pas là et que tu faisais des bijoux? Mhm. Tu ne connais rien aux bijoux, mais tu dis, je sais dessiner, c'est pas grave. C'est ça, c'est exactement ça. Mais toujours, c'est le même PDG, c'est ce type incroyable quand même qui est mort maintenant. Il est mort assez jeune d'un cancer du pancréas quelques années après. Et c'est lui qui dit, mais au fait, ça t'intéresse les bijoux? Mais vraiment, je cite, hein, je m'en souviens comme si c'était hier. Je dis bah non. Je dis bah non. Enfin c'est pas je sais pas. Je dis j'en sais rien. J'ai jamais pensé quoi. Il me dit bah, tu devrais parce que la fille là elle part la DA de la collection bijoux, la directrice artistique de la collection bijoux, elle s'en va. Donc si t'as qu'à le faire. Je dis bon bah d'accord. C'est tout. Mais ça semble vraiment invraisemblable. Mais enfin, moi, je pense que j'ai eu vraiment cette chance incroyable. Le mec, il a vu en moi ce que moi, je voyais pas. Voilà, ça, c'est clair. Je me serais pas posé la question. Jamais. Mais il t'a aussi laissé changer, entre guillemets, la ligne éditoriale Ah, ben, non d'Hermès, seulement parce il que- m'a laissé changer, il m'a dit, je te demande qu'un truc, c'est de pas faire Place Vendôme. C'est-à-dire ce que font tous les autres. À la Place Vendôme, c'est là où sont réunis tous les grands joailliers depuis un siècle et demi. Ouais. Il m'a dit bah fais ce que tu veux mais fais pas comme les autres. Ouh. Donc là c'était génial. Non mais vraiment c'est unique comme proposition. Et donc, après, la haute joaillerie a suivi. Ouais. Après oui c'est une histoire interne, c'est-à-dire que quand on a fait la bijouterie, enfin normale, je dirais or et argent, avec un petit peu de diamant, mais pas trop. Puis une fois qu'on a que la maison, que ça a été installé, qu'ils ont acquis une certaine maturité, ils se sont dit bah là on peut passer, on voit qu'on peut faire des choses un peu plus extraordinaires. Et là donc maintenant il y a une collection de haute joaillerie tous les 2 ans, en plus de la collection régulière tous les 6 mois. Tous les 6 mois, la joaillerie. Ah ben Oh oui la comme la vache. mode, oui. Ça veut dire, dans ce cas-là, ça veut dire refaire quelques nouveaux modèles. Alors, ça veut dire une 50aine de nouveautés, mais il y a des choses qu'on continue, des choses qu'on transforme, des choses qu'on décline, enfin, etc., etc. Wow. Ouais. Et donc, rien de tout ça suffit. Et tu te dis, je pourrais aussi faire des collabs. Et donc, non, mais t'as fait un nombre de collabs Oui, mais invraisemblable. ça fait partie du. C'est pas tellement en plus ça. Enfin, oui, Comment ça c'est en plus. Mais ça, moi, je trouve que c'est super intéressant de faire des collabs. C'est pas. C'est intéressant parce que d'abord, moi, j'essaie de le faire avec des gens qui me ressemblent pas. Tu pensais à laquelle, par exemple? Bah, à plein. La première, je mais crois que ça a non, été la Gap, non? Hein, première, c'est Gap, je crois. Ça, c'est eux qui sont venus me demander. Et ça a très bien marché. Ça a bien marché et j'ai trouvé ça génial parce que les chaussures que je fais sont plutôt chères, on va dire. Et ça m'intéresse toujours de la question. Après, j'ai fait une collab avec La Redoute, par exemple. Une petite saison. Mais c'est toujours intéressant de se dire comment je peux réduire ce que je trouve le mieux
pour avoir quand même un résultat qui soit chouette, qui soit mode, qui fasse envie, mais qui soit à un prix abordable. Et ça, c'est parce que après, quand je reviens chez moi, mais du coup, j'ai appris des trucs. J'ai dit, bah oui, en fait, je peux faire plus simple, je peux faire moins complexe, moins avec moins de choses d'une certaine manière. Et puis un truc que je fabriquais en cuir, si je le fabrique dans autre chose, c'est aussi joli. Si je le fais en toile, si je le fais en jean, ou si je le fais, sauf que ça coûte 4 fois, la matière coûte 4 fois moins cher. Donc en fait, on peut obtenir un résultat aussi esthétiquement satisfaisant, mais plus accessible. Donc ça, c'est toujours intéressant de bosser comme ça avec des marques ou des trucs de diffusion à une autre échelle. Parce que, enfin, on a l'impression que le luxe, ça permet tout, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de trucs que je peux pas faire chez Hermès. Des trucs marrants. Vas-y. Parce que c'est, par exemple, un exemple typique, j'ai pas le droit de faire du vernis en chaussures, du vernis. Pourquoi? Parce que il y a une règle éthique dans la boîte qui dit que le vernis aujourd'hui c'est plus du cuir, c'est du plastoc. Ah bon? Parce qu'effectivement, c'est un cuir de très mauvaise qualité qui est recouvert d'un film. Bon, c'est un très bon film plastique, c'est une résine, c'est pas grave. Hein. Sauf que c'est pas du cuir. Enfin, c'est plus vraiment du cuir. Donc, il y a une politique générale. Il n'y a pas un sac en vernis et il n'y a pas une paire de chaussures en vernis, ni une ceinture en vernis, ni rien. Donc, par exemple, alors que dans le vernis, il y a des couleurs marrantes, je sais pas, ça permet de faire même sur des baskets, c'est sympa, des touches, des trucs, voilà, par exemple, ou bien. Alors attends, parce que les baskets, j'aimerais bien qu'on en reparle, mais avant, moi, il y a une collab qui m'intrigue énormément, c'est les voitures Peugeot. Ah, alors les voitures Peugeot, ça c'est aussi ça a été un truc très rigolo. C'était qu'il y avait dans l'équipe Peugeot une fille qui était styliste, qui s'occupe des intérieurs, des revêtements, des matières, etc. Et pour exprimer ce qu'elle voulait, elle prenait toujours une ou deux ou trois chaussures dans son mood board, c'est-à-dire dans le truc les panneaux d'ambiance qu'elle voulait évoquer, dire voilà, on va mettre un peu de cette matière-là, un peu de cette couleur-là avec celle-là, ça va donner cette impression-là, comme dans la chaussure de Pierre Hardy. Et alors une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, le mec il lui a dit bon écoute, appelle-le parce que on va pas faire, on va lui demander directement. Et donc, ça tombait au moment où... et alors, moi, j'adore les voitures. À part les chaussures, j'adore ça. Donc, moi, j'étais super content. Non, mais t'as fait une chaussure démente. Alors, ne te débarrasse pas du sujet comme ça. Non, je me débarrasse pas du sujet. Mais, alors, donc, il m'appelle, donc j'y vais. Donc, je vais dans leur... c'est pas une usine, c'est pas un atelier, je sais pas comment ça s'appelle. Où ils conçoivent les concept cars. Donc, c'est des grandes pièces comme ça, éclairées... hyper éclairé, on dirait un James Bond moderne, c'est sublime l'endroit. Et tout est fermé, on voit rien. Moi, j'ai vu juste le proto sur lequel je devais travailler. Tout le reste, c'est des portes fermées, des néons, on se croirait dans Matrix. Et donc voilà, ils avaient un concept car pour une femme moderne, avec des enfants, qui conduit, qui a besoin de transporter ça, ça et ça, etc. Donc il y avait déjà ça, c'était déjà construit, et ils m'ont demandé de concevoir la chaussure idéale pour cette femme-là. Donc c'était une chaussure en 2 temps. Il y avait d'abord une espèce de boots en néoprène avec laquelle elle pouvait conduire, comme un truc de pilote un peu, un chausson de pilote, ouais. Et sans les enlever, il y avait une espèce de sabot, mais hyper technologique en carbone, qu'elle pouvait enfiler, donc avec des talons compensés, ouais, en métal, et pour sortir de la voiture. Donc il y avait le boîtier dans la voiture pour mettre le truc. Enfin, c'était un concept car, hein, c'était pas pour la réalité. Mais ce qui était marrant, c'est que la chaussure, je l'ai conçue avec leurs outils à eux sur écran, par exemple. Et donc eux, pour concevoir des chaussures, ils ont des écrans de 8 mètres sur 4, à la taille d'une voiture. Donc moi j'avais la chaussure en 3 mètres sur 2, on va dire, qui tournait, donc ils pouvaient la en 3D comme ça. Donc c'était une expérience assez intéressante, quoi. Mais parce que c'est des matériaux dingues avec lesquels tu n'as jamais travaillé. Ouais, le sabot, c'était de la fibre de carbone moulée et laquée, oui, comme un pare-choc ou comme une aile de voiture, enfin comme un... Et ça peut être une chaussure du futur, sérieusement, ou... Ah oui, on pouvait marcher avec, oui, parce qu'après la fille, il y avait un film de promotion du concept car, et la fille, elle les portait, elle conduisait, puis elle sortait de la voiture, elle les mettait, oui, vraiment, oui. Tellement rigolo. Non, c'était des vrais prototypes, enfin. Et alors, à l'extrême inverse, tu as aussi fait des... Bon, alors, j'allais oublier les vernis à ongles Nars, les flacons de Frédéric Malle.
Ouais, alors après, la rançon quand on a un peu de succès, Tout le monde ben, tout t'appelle. le monde t'appelle. Voilà, c'est ça. Toi, tu veux pas faire un machin comme ça, tu veux pas faire un vernis à ongles, tu veux pas faire 3 pages dans le truc. Alors, il y a des propositions qui sont super drôles, enfin intéressantes à faire. Mais et puis après aussi, il y a des nécessités quand on a sa propre marque et quand c'est que des accessoires. Moi, je fais pas de défilé, je fais pas de vêtements. Donc, on communique toujours sur la même chose. Et au bout d'un moment, c'est un peu lassant pour le public, pour un certain public. Donc, c'est intéressant aussi les collaborations. C'est d'un seul coup, on peut exprimer l'esprit de la marque ou l'esthétique de la marque à travers un autre produit. Ça, c'est l'autre versant de la collaboration. C'est pas apprendre quelqu'un de quelqu'un d'autre dans une collaboration. C'est juste exprimer une certaine esthétique dans un autre univers. Voilà, pour élargir un peu le public et les gens, la fille américaine qui met du nars sur les lèvres et sur les paupières, peut-être elle connaissait pas les chaussures et Pierre Hardy, d'un seul coup comme ça, elle disait ah ben tiens c'est qui Pierre Hardy, nanana Et, et alors, du coup, parce que le directeur d'Hermès est mort, mais on a continué à te demander de faire encore d'autres trucs que tu sais pas faire. Enfin, si, que là, tu sais un peu faire, c'est tous les packaging, oui, les objets pour la beauté. la beauté. Ouais. Et là aussi, tu as fait Ben là, un ça a truc été un peu plus très novateur. Oui, mais sauf que pour eux, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils ont demandé pendant 2 ans. Je crois qu'ils ont vu tout le monde, tous les créateurs de flacons, tous les dessinateurs de packaging, tous les mecs de la profession qui avaient fait des rouges à lèvres, des fonds de teint et des trucs comme ça. Et je pense que rien ne leur a plu. Et ils ont dit bon ben, on va demander à Pierre. On va lui demander peut-être que. Et voilà. Et toi, clic-clac-clouc, en 2 secondes, Ouais. tu savais. Oui. Oui. Le gros avantage pour ça, c'est que là maintenant, ça fait quand même un certain temps que je bosse avec eux, donc je connais bien la marque, je connais bien les gens aussi, donc ça aide. Faut dire ce qui est, c'est un peu balisé maintenant. Et puis je connais bien les autres métiers, la soie, le cuir, la godasse. Enfin bon, voilà, je connais un peu tout ça, donc je me dis s'il y avait de la beauté chez Hermès, ben, je dis pas que je comprends mieux, mais en tout cas, je suis à l'intérieur de la machine et du coup, ça donne quand même. Oui, ça facilite les choses, oui. Oui, mais enfin, néanmoins, tu as choisi ouais. de faire une ligne de. Ouais, néanmoins, oui. Bah oui, parce Oui, que c'est plus de l'ordre de la sculpture on n'a pas l'impression que c'est un truc de maquillage. Alors après, ça c'est un truc aussi que je crois qu'il faut bien comprendre quand on bosse dans une grande maison, c'est qu'on fait un peu ce qu'on aime vraiment et un peu ce que la marque est. Et il faut trouver, pour que ça soit plaisant et agréable pour tout le monde, il faut trouver la bonne tension. Il faut pas, parce que sinon c'est très chiant pour soi-même. On s'oblige à faire des trucs qu'on n'aime pas du tout, et là c'est pas tenable. Ou alors on arrive à trouver à s'approprier ce que la marque a besoin ou envie, et on essaie de le faire à sa façon. Moi c'est ce que je fais. Et encore, je vais reprendre la vieille métaphore du musicien, mais vous pouvez entendre 25 versions de la même symphonie de Mozart, si elle est jouée par 25 personnes différentes, eh ben, ce sera pas tout à fait la même chose. Voilà, ben là, c'est un peu ça. Donc, moi, je suis un interprète dans ce truc-là. Et alors, il faut inventer des choses hein, quand même, mais c'est un peu ce jeu comme ça entre le. Et justement, je fais un petit retour en arrière. La basket. Mm-hmm. Quand tu as fait des baskets pour Hermès, c'était la première fois qu'une marque de luxe se disait tiens, on va faire des baskets. Enfin, et c'est pas la marque de luxe qui a décidé, c'est toi. Alors là encore une fois, ça aussi, ça fait partie enfin, je peux même pas m'en vanter, ça fait partie parfois des intuitions qu'on peut avoir, c'est-à-dire je connais Hermès, je vois ce que c'était une marque d'équitation, plutôt sportive, c'est pas une marque de couture, c'est pas une marque de super féminine, fanfreluche, genre Dior ou Chanel ou truc comme ça. Je dis, s'il devait y avoir une chaussure légitime chez Hermès, ça serait une chaussure de sport. Donc, du coup, je dis, on va faire la plus belle basket de sport qui puisse exister. Donc, on cherche des fabricants. On a cherché des fabricants en France, on n'en a pas trouvé. Ils n'ont pas voulu, ça les intéressait pas. Ah bon? Oui, on a été voir des gens genre TBS, des trucs comme ça. Ouais, non. C'était il y a... Personne n'avait senti, moi non plus, hein, que la basket deviendrait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'était en quelle année, ça? Non, mais genre fin des années 80, 90? C'est 95, je crois, un truc comme ça. Ouais, comme ça, je pense, ouais.
Et même moi, j'aimais pas les baskets de créateurs. Moi, j'aimais que les Nike, les Adidas, les marques de sport, quoi, les vraies baskets. Je dis, oh non, le truc de créateur, c'est pas des baskets, quoi, c'est autre chose. Et puis donc voilà. Donc, bien, en même temps, comme Hermès était un peu une marque de sport, même si c'est une marque de luxe, je me suis dit, bon, ben, il y a un truc légitime à chercher là-dedans. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Et puis après, quand j'ai fait ma propre ligne, très vite, j'ai eu envie de basket aussi, pareil, parce qu'il n'y avait pas vraiment celle que je trouvais pas vraiment celle dont j'avais envie. Et je me dis, bah, je vais la faire moi-même. Voilà. Et je me souviens plus, pardon, t'as fait tout de suite chez toi, hommes et femmes? Non. C'est venu assez vite, l'homme. C'est venu peut-être 3 ou 4 ans après le début. 5 ans après le début. Ouais. Mais la basket, elle était mixte dès le départ. Et la basket, elle est arrivée au bout de combien de temps? Pareil, très vite. Ouais. Au début 2000. Et alors, comme on est quand même chez Anti-Fashion, depuis quelques années, tu as aussi des chaussures, enfin, tu as une ligne, voilà, merci, éco-responsable. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette ligne-là? Alors, qui marche bizarre. Enfin, c'est sur commande, c'est ça? Non, pas du tout. Alors, c'est marrant, tout le monde pense que c'est comme ça. Parce que c'est ce qui est écrit sur ton site. Mais oui, mais c'est mal exprimé. Alors, c'est mal dit. Alors, oui, non, mais on va le corriger. Vraiment, je sais, parce qu'on m'a dit ça il y a pas longtemps en interview aussi. Alors, non, en fait, c'est une partie de la collection. C'est pas des modèles à part. C'est certains modèles de la collection qui sont traités dans des matières et avec des savoir-faire écologiques. C'est-à-dire, alors, des nylons recyclés, recyclables, des semelles de cuir en cuir recyclé, des colles à l'eau sans solvant, des fils en nylon recyclé, les doublures avec des cuirs tannés sans métal, je cherche le nom du métal, je ne le trouve pas pour avoir du blanc, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a que le métal, les œillets par exemple sur les baskets qu'on n'arrive pas à sourcer. Mais sur une basket, on arrive à peu près à 85% de recyclés, recyclables. Et Ce qui n'est pas pareil que des baskets véganes par exemple. Non. Parce qu'on on peut avoir des baskets véganes qui ne soient pas recyclables. Et on peut avoir des baskets recyclables qui ne sont pas véganes. Parce que moi j'utilise du cuir. Pour certaines parties, le moins possible, parce qu'il y a des choses pour lesquelles c'est quand même plus confortable, la doublure particulièrement, voilà, des choses comme ça. Sinon, pour le reste, le gros inconvénient de ces matières, sur les baskets par exemple, des néoprènes, des nylons, des mailles, toutes les matières un peu sportives, elles coûtent plus cher quand elles sont cyclables. Donc à la fin, donc c'est pour ça que cette collection, moi j'étais très j'y croyais, quoi. Et en fait, ça n'a pas eu le succès que j'espérais parce que le même modèle en recyclé ou pas recyclé, il coûte 20% plus cher à la fin. Donc, les gens les achetaient pas forcément. Et comme l'esthétique était pas non plus complètement différente, c'était d'autres couleurs, d'autres gammes, bien sûr, mais ils disaient, non, déjà, elles sont chères. Alors, 20% plus cher, c'était un peu, ça a été le gros frein. Mais moi, je peux pas. Mais tu les continues quand même. Oui, alors on les continue. On a arrêté une saison et on a repris. Là, au début, il y avait 5-6 modèles de chaussures et de baskets avec 2 modèles de sacs. On a un peu réduit la voilure, mais on continue. Mais je dois dire que le marché était un peu décevant quand même. Alors, pour reparler des acheteurs, ils en ont rien à foutre. Ils en ont un peu rien à foutre. Hein. Oui. Oui, je t'en prie, viens. Parce que j'ai pas entendu que vous dites d'accord quand on est éco-responsable, on est éco-responsable tout le temps. Pourquoi une partie de la collection? Alors, ça, c'est parce que je peux pas pulvériser la marque construite depuis 20 ans et changer de cap comme ça du jour au lendemain, dire on laisse tomber tout le reste. D'abord parce que ça permet pas de tout faire en termes de chaussures, l'éco-responsable. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'oublie les 3/4 de ce que je fais par ailleurs. Que j'augmente les prix de 20%, ce qui va quand même un peu poser des problèmes parce que je suis déjà dans une gamme de prix très élevée. Après, sur l'éco-responsabilité, il faut bien comprendre le truc globalement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'entends dire que la mode est le domaine, alors on va sortir on va être un peu politique. Vas-y. Non, mais quand j'entends dire que la mode est l'industrie la plus polluante sur Terre. Bon, alors d'abord, peut-être.
Après, il faut savoir ce qu'on dit, ce qu'on entend par la mode. Si on pense à H&M, Zara, ou même Vuitton dans le luxe d'ailleurs, qui produit à des milliards d'exemplaires et qui déstocke par milliards de quantités, etc. Et qui fabrique on sait pas trop où. Moi, mon système, il est au sens propre, hyper écologique. C'est-à-dire que je fabrique 10 prototypes, je montre 10 prototypes, on m'en commande 100, j'en fabrique 100, j'en livre 100, et il y en a, 95 qui sont vendus, et le reste est vendu au solde. Donc, le système, il est quand même super propre, on va dire. Après, pareil sur les appros. Moi, je sais d'où viennent les cuirs, on a des garanties, on va les voir, je sais où sont fabriquées les chaussures, dans des usines qui n'utilisent pas d'enfants, les gens sont pas maltraités, ils ont des salaires décents, enfin voilà. Je pense qu'il y a tout un backup, un background qui est... alors, je sais pas si on le maîtrise, mais en tout cas, on est informé, qui fait que tout le système est assez propre, quoi. Voilà, alors, oui. Alors, je dessine, je fais fabriquer des prototypes par les mêmes usines qui vont fabriquer les chaussures. Je les propose et je fabrique ce qui est commandé uniquement. Je fais pas de stock. Est-ce que le système, il vous dit, il vous demande de produire plus? Non. Il est touché par le co-responsable? Non. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Oui. De basket et une marque, je vous sollicite et je vous dis, moi, le co-responsable, ça me parle, et je vous demande de produire, de fabriquer 10 000 baskets. Ah, j'adorerais, hein. Moi, je suis capable de le faire, ça. Oui, j'adorerais. Je ne comprends pas, personne ne t'a demandé. Non, mais c'est intéressant l'histoire de la quantité parce que c'est vraiment là que ça se joue, justement. Moi, quand je fabrique un modèle, par exemple, de basket à 500 exemplaires, c'est énorme. C'est le maximum. Ah ouais. Pour le monde, hein. Pour une saison, pour le monde. Donc c'est. Mais quand tu dis 500, c'est 500 dans chaque pointure. Ah oui, 500. Oui, donc c'est quand 500 même pas qui vont mal. du 37 au 41. Pour femmes, par exemple. Oui. D'où le coût aussi d'ailleurs. Mais évidemment, voilà. Tout est lié. Parce que pareil, pour fabriquer une semelle de basket comme celle-là, par exemple, il faut, ou n'importe laquelle, d'ailleurs toutes celles que vous portez au pied, il faut un moule pour injecter de la résine dedans, et ça c'est cher. Voilà. Donc plus je fabrique de semelles, moins le moule il me coûte cher, parce que je divise le prix du moule par le nombre de paires de baskets vendues. Enfin, c'est pas moi qui le fais, mais vaut mieux pas d'ailleurs. Mais oui, c'est le quantitatif est vraiment le pivot. C'est pour ça qu'une basket Nike, ça vaut 100 €, on va dire prix de base. Moyen. On creuse et qu'on voit comment c'est fait. Voilà. Alors que moi, je vais être 5 fois plus cher. Mais parce que j'en produis 100 000 fois moins. Et qu'il y a quand même au niveau justement des ateliers Ouais. sur ce matériel. Oui, exactement. Oui, c'est Ouais. pas les mêmes matériaux. Et puis du quand tout. vous commandez 50 mètres de néoprène, par exemple, pour faire des baskets, vous le payez, mettons, alors 50 € le mètre, plus 50% parce que vous en commandez moins de 1000 mètres. Quand vous commandez 3000 mètres du truc, vous commandez ça moins 10% parce que vous en commandez 3000 kilomètres. Donc voilà, tout est... après, il y a des logiques atroces, hein, des logiques industrielles. Oui. Le prix, je pense, eux, ils savent, parce qu'après, ils savent qu'ils en vendront moins. Alors, je pourrais aussi me remettre en cause, dire, peut-être qu'ils étaient moins beaux, finalement, ceux-là que les autres, peut-être. Moi, je crois pas, parce que c'est vraiment les mêmes structures, c'est vraiment la même esthétique, dans des colorations un peu différentes, mais je les trouvais pas spécialement moins réussis ou plus ratés que les autres. Je pense aussi que c'est une question de marché. Je pense qu'ils n'ont pas la clientèle. Je pense que la clientèle a un certain niveau de luxe parce que c'est dans ce domaine-là qu'on opère. Elle s'en fout. Il faut dire c'est clairement les choses. Il y a une toute petite partie de cette clientèle-là que ça importe. Oui. Non, au Portugal, les baskets. Et si c'est pas fabriqué au Portugal, si c'est fabriqué en France, est-ce qu'on peut imaginer des coûts Non, au contraire. Charge sociale. Il reste très peu de fabricants français en chaussures. On a laissé tomber toutes les filières parce que pour fabriquer les chaussures, il faut être entouré de tout un réseau de tanneurs, de fournisseurs,
toutes les matières, tous les matériaux qui rentrent sur une chaussure, les lacets, les œillets, les boucles, les doublures, les semelles, tous les composants, c'est énorme. Et ça, les Italiens, les Portugais, ils ont su conserver ces réseaux de fabrique. Ici, vous en êtes là. Bien placé. Les réseaux comme ça sur des filières. Et en France, j'ai essayé les trois premières collections, j'ai essayé de les fabriquer en France, de chaussures. Pas les baskets, les chaussures. Mais le Portugal, C'est un petit peu moins cher que la France. un petit peu, mais non, c'est. Et les Portugais en cuir, Ouais, non, ils sont très bons, là, c'est hyper fiable. même J'ai- en confection textile. Ouais, non, ils sont. Non, c'est impeccable. Et toi, t'aimes bien quand même. Ah, pardon, vas-y. Est-ce que c'est vous la macaronnette croisette? Croisette. Alors, croisette. Marron avec une chaîne et une tige qui retient la chaîne. Oui. Oui. Ça, c'est la première collection de bijoux que j'ai fait en argent. Et est-ce que vous avez des royalties sur les... Non. Non, j'ai raté ma carrière là. Je savais pas que ça serait un tel succès, mais j'ai mal négocié au départ, donc maintenant c'est foutu. T'aurais pu le savoir parce que t'avais déjà la sandale derrière toi. Bah oui, mais c'est pas non plus des royalties, c'est des contrats, c'est des prix fixes. C'est comme un salaire. Enfin. Et moi, j'ai bien la tête. Il y a des responsables et juste de savoir si derrière vous avez imaginé un plan où vous avez accompagné les jeunes de toute la partie formation. Non, alors, ce dont j'ai pas parlé, c'est que l'histoire de l'éco-responsabilité, ça allait jusqu'au packaging, c'est-à-dire que par exemple les boîtes, au lieu de les faire fabriquer très loin, on les fabriquait avec des cartons. Le nylon des sachets, pareil. Le coton, on l'a supprimé pour. Ah non, mais c'est l'impression du logo sur la boîte, ça c'était une encre. Donc tout ça. Et d'ailleurs, la plus grosse partie de la majoration du prix, c'était sur le packaging plus que sur la chaussure elle-même. Ah, c'est dingue. Ouais. Je dis, on n'a qu'à les vendre sans boîte. Oui. Ou sans, je sais pas. Ah oui, non, c'est pas possible parce qu'on peut pas les stocker, on peut pas les transporter, on peut pas. Enfin. Alors, et pareil, donc, après, voilà, on rentre dans des contraintes systémiques. Et pour ce qui est de l'accompagnement, nous, au studio, on est 3, hein. Donc, on est dans une pièce de 20 mètres carrés. Donc, c'est compliqué alors, il y a l'espace, il y a le nombre, et puis il y a le temps, quand même. Moi, j'ai été prof pendant 30 ans. J'ai adoré ce métier, vraiment, c'est de voir des gens évoluer, grandir. Il y en a qui m'écrivent toujours. Enfin, moi, franchement, c'est le métier le plus beau que j'ai fait de ma vie. Le reste, ça... Oh, ça va, crache pas dessus. Non, ça n'a pas la même profondeur. Je vous jure, ça n'a pas la même profondeur. Donc, moi, j'adore faire ça. Mais après, voilà, si on veut faire une chose à fond, c'est difficile en parallèle de faire un truc bien à fond avec. Ah, super importante. Alors, on n'y arrive plus. Il y a des écoles nationales gratuites qui sont quand même formidables. Il faut voilà. Et voilà. Bon, moi, c'est là où j'ai enseigné. Meilleure école. Mais Dupéré, même, oui. Ouais. Je sais pas. Pour moi, Dupéré est la meilleure école. Une des meilleures écoles. Dupéré, à Paris. Et pardon de revenir un peu en arrière encore, mais j'ai une question de marketing, moi. Parce que depuis, j'ai l'impression, 10 ou 20 ans, la technique de toutes les marques, jeunes ou vieilles, c'est d'ouvrir une boutique tous les 20 mètres. Et toi, tu as une stratégie totalement inverse. T'es passé de 3 à 2. Alors, j'étais un peu obligé. On avait une boutique à New York, le Covid est arrivé, ça tombait bien parce que le contrat de location tombait à échéance, donc on a dit bon, on va pas insister. Mais c'est compliqué pour des petites marques comme moi. Mais t'es pas une petite marque. Alors, c'est là où il y a une grande confusion. Voilà, je pense que les gens, quand on dit mais ils imaginent qu'on est 250. Non, en tout et pour tout, on est 22 au siège, 25 avec les vendeurs. Donc c'est très petit comme boîte. Hein. Moi, je connais tout le monde. Hein, oui, vraiment... d'accord, mais en même temps, c'est... Non, mais c'est la moitié de ça. Hein. C'est vraiment tout petit. Quoi. En notoriété de marque, c'est presque aussi connu que le Oui, Boutin. mais c'est ça le problème, c'est que les gens attendent de moi, ils ont les mêmes exigences qu'une marque comme Prada ou qu'une marque comme Vuitton. Ah ben non, il faut du service, il faut un bel emballage, il faut des vendeurs nickel, il faut des boutiques sublimes, il faut des réseaux sociaux qui fournissent des infos non-stop. Voilà.
il faut des accessoires, faut plein de trucs. Mais oui, mais moi je peux pas. Enfin, on est. Mais non, mais c'est ça. Et en plus, alors pour parler des boutiques, alors c'est très intéressant. On cherche une boutique à Paris en ce moment. Mais une boutique à Paris, vous savez qu'il y a 4-5 groupes qui sont un peu gros, genre Chanel, LVMH, Kering, qui d'autre encore, voilà. Prada, peut-être. Voilà, Je sais pas. voilà. Donc ça veut dire que ces 4 ou 5 là se partagent le territoire comme un Monopoly, mais vraiment c'est du Monopoly, et achètent tout ce qui bouge. C'est-à-dire que dès qu'un espace vide se libère, de toute façon ils sont prêts à payer un truc par millions, bon, plusieurs millions, n'importe quelle boutique qui se présente, pour surtout que personne d'autre ne s'y installe. Donc ça veut dire que, enfin, c'est un miracle. Ah, je croise les doigts, là. On en a peut-être trouvé une, mais vraiment, c'est un miracle de pouvoir le faire. Et ça, c'est vrai. Et ce qui est vrai dans la rue est vrai chez les fournisseurs de cuir, puisqu'ils achètent, par exemple, les élevages de peau pour le cuir, les tanneries qui traitent le cuir, ils achètent les usines qui fabriquent les chaussures, ils achètent les magazines pour communiquer dessus, ils achètent les télés et les radios. Donc, à la fin, vous dites, je vais me faufiler. Et c'est... Comment ? Bien sûr, bien sûr. Que tu n'as aucune envie de vendre. Mais bien sûr. Mais en même temps, je les intéresse pas vraiment parce que... Pourquoi ? Parce que je suis trop petit aussi. Il faudrait transformer le truc pour que ça soit... Non, mais vraiment. Non, mais ça fait rire, ça vous fait rire quand je dis petit, mais c'est vraiment... Je vous jure, l'échelle, c'est un kayak avec un paquebot. Hein. C'est pas... c'est vraiment... le chiffre d'affaires en termes de, je sais pas, si une boîte comme par exemple comme Hermès ou comme Dior fait entre 5 et 10 milliards, moi, j'arrive même pas à faire la division. c'est 1 milliard, mais non, mais même pas, c'est 10 000. Non, ils font à peu près ça, le chiffre d'affaires. Ils sont valorisés à beaucoup plus que ça, mais le chiffre d'affaires, c'est à peu près ça. Mais ça n'a oui, mais enfin, il y a rien à voir. Enfin, il y a d'autres gens qui auraient fait monter des gros industriels à bord et qui auraient multiplié les magasins jusqu'à ce que... C'est possible, mais ça veut dire qu'on fait un autre produit. On devient quelqu'un d'autre. Voilà, donc tu me C'est aussi un choix. Voilà, mais c'est aussi un choix, bien sûr. Oui. Small is beautiful. De temps en temps. Je n'ai vu, il avait une question. Là. Allez, vas-y. Oui. Comment ? Ouais. Oui. Alors, oui, sauf qu'on fait ça sur une durée d'une semaine. 10 jours max. Les semaines, la Fashion Week, c'est-à-dire qu'on présente la collection pendant ce moment-là. En général, les 2 premiers jours, on fait pour la presse. Et la semaine d'après, on fait les acheteurs. Donc oui, il y a une semaine, le temps de collecter, parce qu'après ils repartent en plus, ils commandent pas tout de suite. Ils notent, ce qu'on appelle ils notent, alors les modèles qui les intéressent, ils repartent chez eux, ils refont leur compte avec tous les showrooms qu'ils ont vus, toutes les marques qu'ils ont visitées, et à ce moment-là, ils envoient la commande. Oui. Oui. Avec... oui, enfin... Oui. Pourquoi ? C'était pendant le Covid. J'avais du temps pour réfléchir. Je dis, mais pourquoi on fait pas ça ? C'est vrai, quand même, c'est faisable. Donc, on a commencé à réfléchir, à voir si on pouvait trouver les matières qui nous permettent de faire les chaussures. Et mais je pense que comme tout, moi, je suis un vieux monsieur, je suis un sale baby boomer qui a bousillé la planète pendant un certain nombre d'années. Non, je caricature, mais voilà, on n'avait pas pas du tout les mêmes préoccupations, les mêmes priorités, je crois. Et puis à un moment donné, c'est quand même une évidence. Donc voilà, c'était la façon d'y répondre. Comment ? Oui, je pense que, aujourd'hui, ça fait partie des modes de pensée auxquels on n'échappe plus, quoi. Comment ? Pas très bien. Pas à la hauteur que j'attendais. Je pensais que
En plus, comme j'avais fait exprès de pas faire des sous-modèles, c'est-à-dire de vraiment prendre les mêmes choses mais dans des matières, je me suis dit bon ben voilà, ça fait une raison de plus. Mais en fait, comme le prix était plus élevé, ça leur faisait une raison de moins en fait. C'est aussi des gens qui sont pas très préoccupés Non, par c'est ces pas une choses-là. clientèle qui est super préoccupée par ces questions-là. Il faut le dire la vérité. À court terme. Non, mais ça c'est un truc qui n'existe plus, l'amour de la marque. C'est Non. l'amour de la Non. pop star qui porte la marque. Non, mais l'amour de la pop star qui est là, le nombre de posts sur machin, le nombre de followers, ça compte. Après que la chaussure elle soit belle ou pas, c'est très secondaire. Je vous jure, c'est très secondaire. Quand il y a qu'à voir ce qui a du succès. Bah oui, je veux pas être mauvaise langue, mais c'est pas les trucs les plus beaux, en tout cas, à mon goût. Alors après, bon, mais le succès et voilà et esthétique, c'est pas forcément lié. Mais du coup, c'était quand même un avantage de pas être issu de la mode. Parce que d'abord, tu as tout de suite été très identifiable et très capable d'inventer en dehors des sentiers battus, mais aussi parce que c'est immédiatement identifiable. Ce qui est ça oui. évite une bonne partie du marketing. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai un peu la sensation d'avoir fait. Aujourd'hui, un peu moins. Je dois dire qu'il y a 10 ans, ou 15 ans, au début de la marque, mais j'ai eu la sensation de faire exactement ce que je voulais, ce dont j'avais envie, en tout cas. Voilà. Après, il y a plein de contraintes, mais esthétiquement, créativement, j'avais vraiment la sensation de faire vraiment ce que j'aimais. Aujourd'hui, je fais un peu plus de concessions. Bah oui, parce que. Mais tu vieillis ou quoi? Mais non, parce qu'il y a 25 personnes qui bossent avec moi. J'ai pas envie de foutre la clé sous la porte et de virer tout le monde à faire mes caprices. Donc je tiens compte quand même de ce qu'on me dit, même si je fais un peu la gueule parfois etc. Mais oui, si bien sûr, ça rentre dans le. Ouais. On est obligé de se rentrer un peu dans le moule. Oui, bah ouais. Je crois qu'il reste plus que 10 ou 15 minutes, donc Déjà Ouais, c'est passé vachement vite. Vas-y. Bonjour, moi j'avais la question, vu que vous avez travaillé pour plusieurs marques et très longtemps avec des univers très différents, et en même temps, comment vous avez fait pour réussir à trouver déjà beaucoup d'inspiration pour produire autant et pour des univers autant différents sur les mêmes périodes? Alors, je sais pas, je dois être une amibe ou moi je trouve que c'est ça qui est marrant, c'est comme jouer un rôle, c'est comme jouer un rôle. Mais en même temps, il y a des trucs. Moi, par exemple, une toute petite anecdote, quand je suis arrivé chez Hermès, j'avais les cheveux à peu près comme ça, hein, pas tout à fait, et il m'appelait le punk. Non, mais donc voilà, mais en même temps, quand je bosse là-bas, je fais le punk Hermès. Voilà, je joue le mec qui est le designer de chaussures. Après, si j'ai d'autres trucs, mais c'est amusant de s'infiltrer comme ça dans un univers et d'essayer de le comprendre et puis de lui faire produire. Parce qu'aussi les marques, elles font pas toujours ce qu'on aime soi-même. Donc c'est un peu vicieux comme truc, comme travail. Mais en même temps, on dit ce que j'aime moi, ça pourrait marcher avec eux. Et on va les combiner, et ça va devenir ça. Et c'est là où le travail devient intéressant. Il s'appelait comment le bureau de style pour lequel il s'appelait le SIM, S-I-M, mais il n'existe plus. Oui. Il y a Trend Union, ça existe encore, Péclairs, ouais. Ouais, voilà. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, les bureaux de tendance aujourd'hui, c'est plus que c'était à une époque où vraiment les marques, elles arrivaient à les acheter des codes de tendance. Et c'est pour tout le monde, c'est pour Peugeot, c'est pour Renault, c'est pour Hermès, c'est pour LVMH, tout le monde achète de la tendance pour savoir quel type de voiture on va faire. Même. Est-ce que les gens ils préfèrent le violet ou le jaune au citron? Est-ce que oui, même dans l'alimentaire. Pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de manger, ce qu'on a envie en ce moment, les gens font très attention à ce qu'ils mangent, voilà. Côté healthy, tout ça. Ça veut dire que même les marques de luxe, elles Non. Parce qu'en général, ils ont intégré des gens comme ça, en amont. Ils ont C'est pour ça que ça s'adresse plutôt à des gros diffuseurs qui n'ont pas de studio, de création en interne. Et même en termes de scénographie, en ce moment, regarde, tout est en bois. Tu vois, C'est il y a des plantes partout. Tu vois, non, mais ça, c'est parce que c'est dans la tendance qu'à un moment donné, on m'a dit,
on va avoir besoin de matière, du bois, du végétal, Du de naturel. l'organique, du naturel. Donc du coup, tu peux aller dans n'importe quel lieu, tout est pareil parce que voilà, parce que ça a été vendu. Mais c'est aussi des choses d'implantation. Par exemple, le fait que avant les gens allaient dans les grandes surfaces en dehors des villes. Et puis après, on a dit, ah ben non, les gens n'aiment plus. Donc, on a créé des petits Carrefour City ou je sais pas quoi à l'intérieur des villes. Parce que voilà, ces boîtes, elles regardent aussi Oui, le les bons bureaux comportement de des tendance, achats. ils ont aussi une analyse un peu sociologique, comme ça, de voir comment les gens fonctionnent, ce dont ils ont envie. Tout ça, c'est fait en interne. C'est Hermès. Ben, dans les grosses boîtes, oui, ils ont. Enfin, alors c'est pas vraiment des bureaux de tendance parce que ils ont horreur qu'on dise ça. Enfin, c'est un peu. Oh non. Mais il y a des gens qui réfléchissent à ça malgré tout et qui proposent des produits qui donnent comme ça des tendances ouais. Mais de toute manière, quand tu es créateur, à ton compte, quand tu as une société quelle qu'elle soit, il faut que tu aies toujours ce nez de savoir ce qui va se passer dans 10 ans, dans 3 ans, parce que sinon, si tu t'endors sur ce qui se passe aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu es, qui va forcément évoluer, d'accord? Parce qu'il y a des métiers qui existent aujourd'hui qui n'existent plus dans 20 ans. Il y a des métiers qui existaient il y a 40 ans qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, en fait, il faut que tu aies toujours le nez de savoir comment est-ce que tu vas produire, comment est-ce que tu vas communiquer, comment, tu vois, tout ça, il faut que tu le captes. Alors, là, on n'est pas prescripteur de tendance, mais c'est un peu ça, en fait. Et ça, tu l'as aussi, les gens qui écrivent les tendances, c'est des gens qui voyagent énormément. Pour se dire, à un moment donné, voilà, quand Pierre raconte l'histoire de cette tribu en Afrique, tu vois, de dire à un moment donné, d'aller chercher des choses. J'ai jamais mis les pieds en Afrique, hein, mais hélas d'ailleurs, mais T'as lu des bons livres. j'ai lu des bouquins. Tu vois, le fait de consommer beaucoup d'images, ce que vous faites aujourd'hui aussi, après il faut avoir du recul aussi parfois, mais voilà, il faut se nourrir sans arrêt de plein de choses en fait. Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah non, pas toi. Ça suffit, toi. Vas-y. Vous avez dit que les grandes marques se distribuent le partage de la marque en la loi, ne protège pas ça. La loi. La loi ne protège pas ce système. Ah, normalement si. Normalement si. Sur les conglomérats, mais Oui, mais ces grosses marques, elles ont un pouvoir économique énorme. Si tu veux, elles embauchent tellement de personnes qu'à un moment donné, c'est compliqué de leur dire non. je crois je crois qu'LVMH c'est plus gros que Bouygues, tu vois, qui est le plus gros constructeur par exemple. Ah ouais? Ah oui, je crois, oui. C'est énorme. Bah, Énormément d'emplois. Tu vois, c'est comme aujourd'hui dire à H&M, vous rentrez plus en France. Tu vois, c'est compliqué parce qu'en même temps, on n'a plus envie de les voir, parce que c'est vraiment dégueulasse, on va dire ce que je sais. Voilà, mais quelque part, H&M, c'est un nombre d'emplois qui est C'est dégueulasse, c'est pareil. Il faut mettre les trucs en perspective. Ouais. Je dis pas que c'est génial, mais par exemple, alors, collection par an, oui, non, mais d'accord, mais moi, je me suis, par exemple, qui suis un très vieux monsieur, ma mère est encore plus vieille dame, et quand elle parlait de sa jeunesse, enfin, s'habiller quand elle était jeune et adolescente, c'était horrible. Vous achetiez un manteau tous les 5 ans. Ah, c'est d'une tristesse. Il était dégueulasse. On le retournait 3 fois le manteau pour qu'il n'ait pas l'air usé. On l'héritait de celui de sa mère, ou de celui de sa grande sœur, ou de son grand frère. Enfin, on avait froid l'hiver, on avait des chaussures pourries, mouillées. Aujourd'hui, mais non, mais franchement, On est très gâtés. tout le monde peut s'habiller facilement, propre. Efficacement pour pas avoir froid, pas avoir chaud trop, de façon renouvelée, de s'amuser aussi avec les vêtements. Donc voilà, c'est vrai que il y a un côté super négatif, mais en même temps, c'est aussi une qualité de vie et c'est pas qu'une qualité de vie, c'est aussi thérapeutique. Il y a beaucoup d'identités qui se construisent en se cachant derrière un vêtement. Bien sûr. Qui d'autre? Vas-y. C'est pas une question, en fait. Moi, c'était pas une proposition, c'était non, on va s'adapter à ce que vous avez compris. Mais en fait, un petit machin, il y a des talents. On va faire une visite dans les sud de Carole. Je n'ai pas envie de parler de place parce qu'on n'a pas les épaules et je ne pense pas que ça vous intéresse, mais imaginez quelque chose avec un jeune d'anti-fashion qui pourrait. Mais moi, je suis enfin, je me tiens à l'abri de rien. Il faut. Si je pense qu'il y a des jeunes qui pourraient peut-être à terme reprendre le flambeau.
Reprendre le Ah bah, flambeau. alors, moi, je le donne. Hein. Là, 25 ans après, je suis au point, je le donne, le flambeau. Je comprends un peu le domaine, c'est l'analyse créative est hyper intéressante. Le fait de dire à un moment donné, c'est quoi une journée pirate? Comment ça se passe? C'est quoi? Ah bah alors, c'est très, alors, c'est pas très marrant, hein. Enfin, en fait. Non, mais c'est vrai. Ça peut sembler glamour comme ça à la fin. D'ailleurs, c'est tout le job de la mode, c'est ça, c'est de rendre glamour des choses qui ne sont pas forcément. Je me lève le matin assez tôt. D'abord, je vais faire du sport. Donc, je me lève vers 7 heures. Je vais faire 1 heure de sport. Après, j'arrive au bureau en vélo. Après, voilà, je suis au studio toute la journée. Alors, ça dépend des jours. Parfois, Et quand tu dis que tu es au studio, c'est forcément studio, chez Pierre Hardy ou c'est- c'est ben, Hermès alors, ou non, c'est... au studio, c'est plutôt chez moi. Parce que je travaille pas pareil chez moi que chez Pierre Hardy. Chez moi, que chez Hermès. Chez moi, je peux arriver avec des dessins, par exemple. On peut discuter. On va attribuer des matières et des couleurs au modèle qui est de la collection qui est en cours. On va faire un choix un editing de prototype. On va choisir ces modèles-là plutôt que d'autres. On va faire des essayages avec une fille qui vient pour régler les brides, les longueurs de trucs, etc. Enfin, tout ce qui est très pratique. Hein. C'est très, très pragmatique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a Et puis, des trucs très emmerdants. Enfin, je sais pas, des réunions avec la production, des réunions avec le e-commerce, des réunions avec des choses comme ça. Bon, il faut le faire. Et comment tu partages ton temps entre Hardy C'est à et peu près Hermès? moitié-moitié. Ouais, à peu près moitié. Ça veut dire que je vais presque tous les jours chez moi. Et il y a environ 2 jours, enfin, 1 journée ou 2 jours par semaine qui sont chez Hermès. Selon les métiers. Enfin, pour un Les métier, étapes puis un autre. du- Voilà, ouais. c'est ça. Et Et chez chez Hermès, Hermès, c'est assez différent parce que c'est beaucoup plus séquencé comme travail. Parce qu'il y a des équipes énormes qui gèrent tout ce que moi je gère quand je suis chez moi. Donc, on donne les dessins. Il y a une grande séance de choix de modèles. On établit la collection avec les surdessins. On fait fabriquer tous les prototypes. On reçoit un premier jeu de prototypes hommes et femmes. On confirme, on corrige, on choisit, on en élimine certains. On fait fabriquer un deuxième prototype. Ça, il y a 1 mois à peu près entre chaque. Ça revient. Donc, à chaque fois, c'est des séances de 2 jours de ce qu'on appelle d'editing, c'est-à-dire on choisit et on élimine et on conserve un certain nombre de trucs. Donc, on reçoit un deuxième jeu de prototypes qu'on recorrige. Et là, on attribue les matières et les couleurs. Là, c'est très long. c'est après les matières et les Oui. couleurs? Ouais, c'est après. Combien de temps vous mettez quand vous faites un dessin? Est-ce que vous revenez dessus souvent ou vous mettez de côté, vous en faites un autre? Vous voulez la réponse de Picasso? Une vie. Non, quelqu'un lui dit, t'as mis 1 seconde à faire la colombe, là. Il dit, non, j'ai mis 1 vie. Oh, c'est très prétentieux, mais non, mais un dessin, c'est rien. Le dessin, c'est la partie la plus fun, enfin la plus instinctive, la plus spontanée. Et c'est aussi c'est un programme, un dessin, c'est-à-dire on va envoyer ça au fabricant et il va interpréter le dessin en 3D pour que ça devienne une chaussure. Donc le dessin c'est très rapide. Après construire la collection, ça prend un certain temps parce que on en fait à peu près le double de ce qui reste. On en a à peu près 100 pour une 50aine de modèles à peu près. Mais avant les 100 dessins, il y a beaucoup plus de croquis. Moi, je passe mon temps à faire des croquis tout le temps. Et votre inspiration, Ça, c'est l'autre question la plus compliquée. Non. Oh non, peut-être pas par jour. Non. Non, il faut une centaine de dessins pour une collection à peu près, je pense. Oui, à peu près. Mais l'inspiration, je sais pas. C'est de la géologie intime. C'est de l'archéologie. Non, mais je pense que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Pourquoi on pense à un truc? Pourquoi on se dit tiens, parce que c'est un truc qu'on a vécu enfant, c'est un truc qu'on a croisé dans la rue il y a 10 minutes. On a regardé quelque chose sur Internet, on a entendu une musique, et puis tout ça se connecte à un moment donné d'une certaine manière et ça produit ça. Mais il y a toujours un truc dans le back-office qui tourne. Oui, il y a toujours un truc oui, tout à oui.
Mais et puis, enfin, faut être honnête. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui sont faits pour faire des maths. Moi, je suis nul en maths. Je suis incapable de. Quand je regarde un film, par exemple, je dis mais putain, le mec, comment il a imaginé le scénario, il a écrit tout ça, le scénario, lui, machin, il va revenir, et puis on va faire un détour, un flashback. Pour moi, ça semble un truc insurmontable. Pourtant, il y a plein de films qui se font, il y a des gens qui font des films. Bah, voilà, moi, je sais faire ça, mais c'est comme ça. Et pour les bijoux, c'est le même genre de Ouais, c'est process. pareil. Ouais. Et t'as Alors, moi, il y des a un truc équipes énormes, pareil. oui, alors dans l'inspiration, par exemple, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est tout le travail autour du corps. Je trouve que j'ai fini par comprendre au bout d'un certain temps. J'ai fait de la danse, j'ai fait ça. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est m'adresser au corps, c'est-à-dire de trouver des choses, des objets, qui vont l'embellir, l'aider, le soutenir, le faire voir d'une autre façon, l'accompagner. Voilà, et les bijoux, en fait, j'ai compris en le faisant que c'était ça qui m'intéressait aussi. C'est une autre façon de tourner autour du corps, dire comment je vais accrocher ce machin-là, où ça va aller, quel poids ça va peser. Voilà, des questions comme ça assez pragmatiques, mais à la fin, pour que ça soit beau. Enfin, c'est un mot qu'on a du mal à prononcer aujourd'hui. C'est vrai, hein, mais c'est ça. C'est ça. Parce qu'une chaussure, c'est toujours la même, hein. C'est toujours une semelle, un talon, et puis quelque chose qui fait que ça tienne au pied. Que ça soit une sandale ou une botte, voilà, c'est tout. Et puis on met son pied dedans. Donc la base, c'est toujours la même. Après, il faut dire comment ça va être mieux, ou pas pareil, ou nouveau, ou Oui, etc. mais c'est ça ce que je veux dire, parce que tu parles de beau, mais en fait, ta préoccupation, c'est moins le beau que l'innovant. Oui. Toi, tu peux pas supporter de J'aime bien ressasser le passé. Oui. J'aime bien les trucs nouveaux. Bah ouais. Oui. Enfin, nouveaux, oui. Et t'as mieux traîné avec des gens de cet âge-là qu'avec des vieux crotons. Oui, enfin, il va falloir que je me dépêche parce que. Bon, une dernière question pour la route ou vas-y. Et est-ce que quand vous imaginez une paire de chaussures, vous imaginez aussi de l'outfit qui va être. Comment il est porté? Alors ça, c'est une des parties les plus compliquées dans le travail quand on fait que des chaussures. C'est justement c'est compliqué parce que quand on travaille dans une marque, par exemple, c'est une des facilités chez Hermès, c'est qu'il y a un prêt-à-porter et je sais que la chaussure que je fais, elle va accompagner cette silhouette-là ou la contredire ou être un peu le truc kinky qui va la déranger, etc. Mais je sais, je peux me faire une image de ça, que ce soit pour homme ou pour femme. Moi, quand je suis dans mon studio, je sais pas qui va acheter les chaussures, avec quoi elles vont être portées, quel âge va avoir la fille ou le garçon, j'en sais rien. Ce qu'il aura envie, en plus, ce dont il aura envie dans un an. Je peux me tromper, quoi. C'est un peu comme ça. Donc ça, c'est la partie la plus compliquée au moment de la collection, parce qu'effectivement, je sais pas comment. Alors moi, j'ai l'ambition, l'espoir que le genre de la chaussure va guider, parce que moi c'est comme ça que je fais. Bon, je sais rarement ce que j'ai envie de porter, mais par contre je sais quelles chaussures j'ai envie de mettre. Et donc je vais mettre ça, puis après on verra. Je mettrai un jean ou je mettrai un pantalon, je mettrai je sais pas quoi avec pour que ça aille bien. Mais il y a peu de gens qui réfléchissent. Par le bas. On dit je vais mettre mon beau pull, je sais pas quoi, je vais mettre mon sweat comme ça, et puis je suis à la fin. Donc ça, je peux pas le prévoir. C'est une des difficultés, oui. Donc ce qui explique aussi que la collection, elle est, c'est pour ça que je fais des concessions. Elle est plus ouverte que c'était au début. Au début, c'était non, c'est ce genre de fille-là, elle va mettre ça comme ça dans 3 couleurs et puis c'est tout. Aujourd'hui, je peux pas c'est impossible de tenir des paris comme ça. Mais tu les tiens chez Hermès. Quand tu décides de réinventer le sabot ou de... Ah ouais, mais ça, c'est pour les... Moi, alors ça, le sabot, ça, c'était un truc aussi... Je l'ai fait un peu pour les secouer. Tu dis, on va faire... Bon, maintenant, on a fait des chaussures, des bottes, des trucs comme ça. Allez, on va faire un sabot, la chaussure la plus simple possible. Et là aussi, sauf qu'elle a décidé de le mettre sur le défilé du prêt-à-porter. Donc, c'était sur toutes les silhouettes. Donc, d'un seul coup, ça prenait une réalité. Et je pense que le fait qu'une chaussure soit présentée au moment d'un défilé dans une silhouette globale, ça fait comprendre aux gens comment ils peuvent se l'approprier, avec quoi ils peuvent la porter. Oui, merci tout le monde. Oula, oui. Merci. Merci à Pierre.